Bonjour tout le monde, ici Pierre-Marc Langevin et bienvenue au 3e épisode du podcast Es-tu game d'en parler? Et aujourd'hui, oui, je le suis. On reçoit Sam Joey Kistabiche et François Fournier qui sont des participants du documentaire. Aujourd'hui, on va parler un peu de leur histoire personnelle. C'est très, très, très personnel comme podcast. On va parler un peu de ce qu'ils viennent nous raconter dans le documentaire. Sans trop rentrer dans les détails, un peu de l'impact autour d'eux autres, de ce qui s'est passé. C'est un podcast qui est un petit peu plus court, mais c'est deux fois plus intéressant. Donc, je vous invite à partager le contenu, à commenter si vous avez aimé ça et surtout, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir reparticiper puis de venir encore parler de vos expériences avec moi aujourd'hui. Ben, pour moi, c'est un plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, François. Sam, tu stresses un peu? Oui, pas mal. Les gars, c'est quand même quelque chose de particulier que vous avez fait. On s'entend que raconter nos histoires de vie personnelle dans des documentaires qui vont être vus par plusieurs personnes, c'est quelque chose qui peut être angoissant, c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce projet-là? T'sais, on va commencer par François. Ben, moi, l'idée d'un documentaire, d'être devant la caméra, c'était le premier point. Là. J'ai trouvé ça comme, wow, c'est un beau défi. Dans ma petite vie tranquille, j'ai dit, ça va être cool. Puis de communiquer, puis de partager mes expériences de vie, si ça peut servir, si ça peut servir dans l'éducation, dans la prévention. Go. Dans ma tête à moi, c'était un go officiel. Fait que j'ai embarqué dans ce beau bateau-là, puis on navigue là-dessus depuis un beau petit bout. Là. Comment t'as vu qu'ils cherchaient du monde? C'est-tu eux qui t'ont contacté? Comment c'est arrivé? Luc Valcourt qui m'a contacté via une amie qui travaille à la Rescousse, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes, qui vient en aide aux parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales. OK. Elle travaille là. C'est la directrice. Puis il était sur une table de concertation là, par rapport au documentaire. Mm-hmm. Puis elle a suggéré mon nom en sachant que j'avais déjà consommé. OK. Donc, c'est de là que c'est parti. Puis j'ai pris contact avec Luc que je connaissais déjà. Puis ça a déboulé jusqu'au tournage du documentaire qu'on a fait au printemps passé. Mm-hmm. Puis pour toi, Sam, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à participer? Puis comment c'est arrivé l'invitation? Moi, c'est à partir de Picogan, le centre de santé de Picogan. Ma soeur travaille là. Elle a référé mon nom à Patrick, un certain Patrick. Puis Patrick a donné mon nom à Luc. Mm-hmm. Puis rendu là, moi, j'étais comme un peu anxieux de parler de mes expériences devant la caméra. J'avais comme peur. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas une personne gênée. Fait que je me suis dit, ça va débloquer, mais que ça commence. Mm-hmm. J'étais bien content de participer à ça. Puis, qu'est-ce que ça implique pour toi de raconter des histoires comme ça qui sont très personnelles? Puis tu sais qu'il y a des gens qui vont les voir, qui vont les entendre. Comment tu te sens face à ça? Ben, tu sais, dans le moment, j'ai comme revécu des émotions que j'avais comme enfouies, là. Mm-hmm. Puis, j'ai eu de la misère un peu à m'exprimer puis à dire ce que je voulais dire. Parce que ça me faisait revivre des situations où j'aimais mieux oublier, mais ça s'est bien passé. Mm-hmm. J'étais bien content d'avoir participé. Ouais, c'est génial ça. Puis oui, c'est effectivement, quand on raconte nos histoires personnelles, nos histoires de vie, ça refait ressortir des émotions, ça refait sortir des choses, mais souvent on dit que ça nous aide. Ouais, c'est pas évident au départ de dire qu'on va déballer notre sac, comme je pourrais dire, mettons. Mm-hmm. Mais moi, je suis parti avec l'idée que c'était pour une bonne cause. C'était dans un but éducatif et préventif. Mm-hmm. J'ai dit, go, pourquoi pas? Mais c'est ça, c'est pas évident au début. C'est pas évident de dire que, OK, je déballe mon sac, puis faut que je raconte un peu des choses que j'ai vécues, mais qui sont pas nécessairement toutes roses, là. Mm-hmm. Pas nécessairement le fun tout le temps. Fait que c'est ça. Non, c'est sûr qu'on vous amène souvent dans des côtés plus sombres de notre vie.
Comme tu dis, si ça peut aider à amener des gens. Puis au niveau émotionnel, c'est dur de revivre ces choses-là. Tu sais, Joey, tu l'as dit dans le podcast, ça t'a fait revivre ces émotions-là. Ça t'a fait du bien par après, par exemple? Est-ce que ça t'a aidé à jouer un peu avec ce que tu avais vécu puis réussir à avoir une nouvelle perspective dessus? Mais dans le fond, c'est Sam Joey, mon nom. Que j'ai dit? Joey. Ah, excuse-moi, Sam Joey. C'est bon. Oui, en fait, ça m'a aidé beaucoup à revoir en arrière après quoi j'avais traversé, puis le mal que je me suis fait moi-même, en fait. Puis ça m'a beaucoup aidé à réaliser comment j'étais bien aujourd'hui, puis que j'étais fier de moi. Là. Ça m'a remonté le moral aussi. C'est pas toujours facile, là. On travaille beaucoup. Fait que... Oui, effectivement, on travaille toujours beaucoup. Puis c'est une réalité que souvent, quand on a eu des problèmes du genre, des problèmes d'addiction, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, même 6 ans après. Là, ça fait 6 ans que je suis sobre, que j'ai pas consommé de cocaïne. Puis j'y pense encore des fois. Là, c'est un combat à tous les jours, toujours. Puis comme ça me disait, c'est oui, dans le documentaire, on revient sur des étapes pas drôles de notre vie. Puis c'est pas évident. Puis oui, ça nous fait faire une bonne rétrospective de ce qu'on ressentait à l'époque, puis de ce qu'on ressent aujourd'hui par rapport à tout ça. Tu nous l'as dit, toi, dans le documentaire, tu parlais surtout du problème de cocaïne. Je ne veux pas rentrer en profondeur dedans parce que je veux laisser les gens découvrir l'histoire, mais on parle d'une dépendance qui a duré à peu près combien de temps? Environ 3 ans. 3 ans. Peut-être un peu plus, un peu moins, là, mais pas un peu moins. C'est 3 ans à la base, peut-être, on s'y est peut-être rendu à 3 ans et demi, là, mais pas 4, c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr, ça a duré 3 ans, certain, là. OK. Ouais, on était à côté. Je sais pas, je suis pas capable de dire par rapport à la quantité si j'étais un gros consommateur ou pas, mais c'était à toutes les semaines, puis c'était indispensable. Oui, exact. Donc, mais non, c'est ça. J'ai consommé pendant 3 ans, bien à côté. Puis on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. J'espère que tu es confortable avec ce que tu es rendu aujourd'hui, parce que la chaise a l'air confortable. On est gâtés là-dessus. Puis toi, Sam Joey, c'était quoi les problèmes majeurs que tu avais rencontrés dans lesquels tu as partagé durant le podcast? J'avais beaucoup de consommation d'alcool, de méthamphétamine. C'était moins pire la cause, mais j'en ai pris pareil. J'ai fumé beaucoup de potes aussi dans mon adolescence. Puis, j'en ai pris longtemps. Là. J'ai arrêté moi aussi, ça fait 5 ans et demi. Félicitations. Puis, ça n'a pas toujours été facile. Là. Puis, on dirait que dans ma dépendance, j'en avais besoin. C'est quelque chose qui avait tout le temps. Une question que j'entends souvent, une chose que j'entends souvent, on dit aussi que quand on arrête de consommer, c'est souvent il faut changer d'entourage, il faut changer nos affaires. Est-ce que c'était fréquent dans vos entourages aussi que les gens consommaient? Est-ce que c'était des habitudes de vos amis, de famille? Ouais, c'est clair. Au début de ma consommation, moi, il a fallu que je mette un break à plusieurs fréquentations parce que c'était des fréquentations ça m'amenait à consommer. Donc, tu t'ennuies trop. Quand tu es, exemple, à partir de famille, on s'ennuie ben trop le petit verre de fort avec la bière là, autour de la table, autour de la dinde à Noël. Là. C'est tentant, maudit, mais là, c'est parce que moi, j'ai consommé de l'alcool aussi. Là. OK. Après la cocaïne. Mais on va voir ça dans le documentaire. On va en voir ça un peu plus dans le documentaire. Toi, est-ce que ça venait aussi de ton entourage? Est-ce que tu as eu des choses avec ta famille, des difficultés comme ça qui sont venues aussi? Moi, c'était pas mal tout le monde que je voyais dans le moment. Puis, il y avait aussi... ma conjointe, elle a arrêté en même temps que moi. Peut-être 3 semaines après moi. Que ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai arrêté de voir toutes mes amies. Là. Si j'aurais pas fait ça, là, j'aurais pas réussi à m'en sortir parce que j'étais fragile dans le moment. Là. Aujourd'hui, je suis moins fragile. Là. Je peux aller les voir sans avoir trop envie de consommer. C'est sûr que j'ai encore envie. Là. Mais dans ce temps-là, là, j'étais vraiment trop fragile pour m'approcher de
mon entourage ou même mes anciens amis ou mes amis tout court. Mm-hmm. Mais c'est ça, puis c'est mes félicitations, tu sais, c'est sûr, je le dirai jamais assez, là. C'est sûr que c'est des choses qui sont difficiles, de couper des liens avec des amis, couper des liens avec des choses. Qu'est-ce qui a été le... Tu sais, on a parlé du documentaire un peu. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de l'expérience du documentaire? Qu'est-ce qui vous a amené... Ben, moi, j'ai vraiment été impressionné par... c'est drôle à dire, là, c'est la technique. Moi, j'ai jamais vu des caméras autant, j'ai jamais vu comme aujourd'hui, là, l'enregistrement du podcast qu'on est en train de faire. La journée qu'on a tourné le documentaire, c'était wow, là. C'était une expérience en soi, là. Le plus que j'avais vu à la télé, là, c'est qu'on m'avait filmé un 15 secondes pour un commentaire aux nouvelles. Un micro sur un coin de rue. C'est un micro sur un coin de rue, c'est en plein ça. Puis c'est tout, là. Fait que j'ai toujours été attiré par ça un peu. Mais là, c'est sûr que je pense pas que ce soit dans mon plan de match là, de faire de la télé, mettons. Mais non, c'est ça. L'expérience en soi, au départ, c'était, mettons, 75% l'expérience télé, puis 25% le partage. Aujourd'hui, là, je suis capable de dire que le partage a pris beaucoup d'importance. Là, on est rendu à 60% partage, 40% expérience télé. Mais au départ, c'était vraiment l'expérience télé. Là. Puis tu vas te dire, plus que t'en fais, là, tu vois que l'expérience télé, à un moment donné, ça fait son temps. Ouais, c'est bon ça. Puis toi, Sam, qu'est-ce que tu as le plus apprécié du tournage? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a... Ben, j'ai eu beaucoup de difficultés de parler de moi-même, mais il me posait des questions que moi, je voyais dans le futur que ça allait aider beaucoup les gens. Aussi, j'ai des enfants, fait que pour moi, dans mon objectif, c'était d'aider mes enfants à comprendre qu'est-ce que ça va faire plus tard, mettons. C'est sûr, ils vont vivre leur expérience, puis aussi, beaucoup les gens de ma communauté, on a... Comme vous savez aussi, le problème de consommation, c'est beaucoup dans les communautés. Il y en a plus. Sûrement, je sais pas, on est plus... Je sais pas comment dire ça, là. Il y a eu beaucoup de traumatismes dans le passé avec les pensionnats et tout ça. Puis les parents, ils expriment de façon différente que la culture l'a montré. Fait que moi, je voulais montrer aux gens plus de ma communauté que, tu sais, on peut s'en sortir, qu'il y a des façons de s'en sortir, puis peu importe loin comment qu'on est, tu sais, il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Ouais, c'était ça mon but premier. C'est vrai que les communautés, les traumatismes sont assez terribles, puis je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais tu sais, on a eu encore là, des exemples, des horreurs des pensionnats qui sont ressortis dans les nouvelles dans les dernières années. T'as-tu l'impression que c'est des choses qui pousse d'autres gens de ta communauté vers la consommation, ou c'est des choses qui sont bien gérées puis qu'à l'interne, il y a un bon groupe de support qui est mis puis Mais dans le fond, là, ça a fait faire ressortir les émotions de nos parents, mais tu sais, les autres, ils ont déjà vécu, là, ils ont déjà passé au travers, mais ça c'est comme reproduit sur le comportement des gens de mon âge. Parce que, veux pas, ils ont ressorti de tout ça blessés, je dirais. Ça a un impact sur votre génération, sur notre génération quand même, là. Mais reste que, tu sais, les cicatrices sont tellement profondes dans votre communauté. Je vous lève mon chapeau, moi, de vous lever aussi bien, là, parce que dans les dernières années, ce qu'on voit dans les communautés autochtones, c'est de plus en plus d'aide, de plus en plus de points où on peut aller chercher de l'aide, de prévention. Ce qu'on voit, c'est ça. Ça m'impressionne vraiment beaucoup dans les communautés de voir ça aujourd'hui. Pour des gens, mettons, de toute communauté qui arrête des problèmes de consommation, ce serait quoi ton message? Tu les conseilles d'aller où pour chercher de l'aide? Y a-tu des endroits qui t'ont vraiment aidé, toi? Ben, moi, j'ai fait des thérapies, là, mais ça a beaucoup passé par les gens que j'aimais.
j'ai demandé de l'aide, puis eux autres m'ont référé, mais c'était plus de mon entourage que j'ai eu de l'aide. Tu sais, veux pas, des gens que t'aimes, là, ils savent de quoi qu'ils parlent, ils ont passé par où t'as passé. Fait que moi, beaucoup mon père m'a conseillé, puis ma soeur m'a beaucoup aidé, ma conjointe m'a beaucoup aidé, mais il y avait surtout le centre de santé, ils ont des programmes, des agents PLADA, ils ont des thérapeutes, des psychologues. Eux autres, ils ont les moyens de nous aider plus, à nous référer à des professionnels qui peuvent nous aider. Moi, c'est par le centre de santé que j'ai passé pour pouvoir prendre les moyens de m'en sortir. Fait que les centres de santé là, des communautés ils vont pouvoir vous aider, ils vont pouvoir vous orienter dans les bonnes places. Oui. C'est ce qui est génial. Toi, dans ton cas, François, as-tu eu du support qui est venu du système de santé? Malheureusement, du système de santé, j'ai eu une thérapeute. J'avais déjà une thérapeute avant, pendant que je consommais. Parce que j'avais d'autres bibites dans ma tête à gérer. Puis quand j'ai décidé d'arrêter la consommation, c'est sûr qu'elle était là pour me soutenir puis m'encourager dans cette démarche-là. Mais à part cette intervenante-là, que je salue aujourd'hui, pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, mettons. J'ai fait ça pas mal all by myself, comme on dit en anglais. Cold turkey. Cold turkey, c'est l'expression anglaise, là, on y va par nous-mêmes. François, j'ai vu aussi dans le lien que j'ai reçu, tu es atteint de la sclérose en plaques. Oui. C'est-tu quelque chose que tu as vécu ton état de consommation avec ou c'est quelque chose qui est apparu par après? Excusez-moi. Pas de problème. La sclérose en plaques est apparue de façon importante il y a 4 ans environ. Okay. C'est après mes problèmes de consommation. J'étais sobre depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près environ, quand j'ai fait ma première vraie grosse attaque de sclérose en plaques. Sauf que si on retourne puis que je fais la rétrospective de tous ces petits symptômes, les petites bébites pour lesquels je ne suis pas allé consulter, probablement que ça traîne. C'est quelque chose qui traînait depuis plusieurs années. On parle d'une dizaine, quinzaine d'années peut-être. OK. Avant ma première attaque qui était en 2018. Mais c'était toujours des petits symptômes. Le plus gros que j'avais eu, c'est au début des années 2000. J'ai eu une jambe engourdie là, qui avait de la misère à suivre. Ça marchait un peu comme une jambe de bois. Il fallait que je la swing pour qu'elle être capable de me tenir dessus. Mais tu n'avais jamais consulté, fait que c'est toutes des choses qui étaient trop... C'est exactement ça. J'ai jamais consulté pour ces choses-là. Puis là, en 2017, j'ai eu un engourdissement sur le côté du visage. Okay. Puis une de mes amies a eu vraiment peur. Elle pensait que je faisais peut-être un AVC. Fait que ça m'a amené à consulter. Puis j'étais allé à l'urgence. On fait passer un scan cérébral. Puis de là, ils ont vu des taches, ce qui m'a amené à consulter un neurologue qui lui a fait tous les tests pour la sclérose en plaques, puis ça s'est avéré positif. OK. Grosso modo, là, ça ressemble à ça, mon diagnostic de sclérose en plaques. Ça ressemble à ça. Mais avant 2000, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais 100% autonome. OK. Puis ça, je travaillais 40 heures semaine. Je travaillais au Walmart, je plaçais de la viande. Puis j'étais 100% autonome. Je travaillais mon 40 heures semaine, puis go, ça allait bien. Puis du jour au lendemain, au mois de mai en 2018, j'ai fait une poussée de sclérose en plaques. C'est comme ça qu'ils appellent les crises, là. Une poussée. Puis en l'espace de 3/4 d'heure, j'ai complètement paralysé du côté gauche. Tout mon côté gauche. Ma jambe gauche bougeait encore, mais mon bras gauche est tombé complètement mort, puis il était mort pendant 10 jours. Rien pantoute. Fait que je me suis relevé de ça, 5 semaines de réadaptation à Macamic. Puis je me suis relevé de ça du mieux que j'ai pu, mais c'est sûr que ça m'a rendu invalide pour le marché du travail, mettons. Oui. Puis c'est une maladie qui est progressive, c'est une maladie qui est... Dégénérative, c'est le mot que je cherchais, merci. Puis c'est sûr que je suis pire là, je suis plus handicapé là aujourd'hui qu'en 2018, exemple.
Mais non, c'est ça, on deal avec, puis on s'en sort. Là, je suis capable de prendre soin de moi encore, je conduis encore ma voiture. Oui, t'es venu en voiture quand on t'a croisé avec, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que non, je deal avec ce que je vis là présentement. C'est sûr que. Puis il y a toutes les autres affaires aussi. Là, ça a un lien avec la consommation. Ça revient sur le tapis. Tu sais, ça fait 5 ans, 6 ans là, que 3 ans pour l'alcool, 5 ans pour la cocaïne, que j'ai pas consommé. Mais avec mon handicap, puis les nuages noirs qui passent dans ma tête une fois de temps en temps, on veut l'échappatoire. Là. Ben, c'est ça, on y repense. Il me semble que le petit verre de Stinger, il serait bon à soir. Il me semble que la petite ligne, me ferait du bien, je pourrais oublier. Puis là, après ça, je repense à, ouais, mais 4 heures après, comment tu te sens? Fait que là, je fais comme, oh non, faut pas gérer là. Ah, non, j'imagine qu'après une petite ligne des traits pendant 1 heure, quand on a déjà de la difficulté avec le corps, ça doit pas être le fun. Non, c'est ça. Quand t'apprends, c'est le fun en maudit, là. J'étais bon au pool. Je me souviens, on jouait au pool, au Queen. Puis ça me coûtait pas cher de jouer au pool. Mais c'est ça. Pas de petite poudre blanche, oublie ça. Je me fais débattre par tout le monde. Puis, drôle de question, mais tu dois prendre de la médication avec ça, j'imagine? Il doit y avoir beaucoup de médication? Oui, beaucoup de médication. C'est-tu quelque chose qui te faisait peur par rapport à... Tu sais que tu avais déjà une tangente à tomber dans l'addiction de ces choses-là? Oui. À chaque fois que j'ai une prescription pour un nouveau symptôme ou quelque chose, je prends quand même 8 à 10 sortes de médicaments différents, là. Pour la pression, pour les spasmes, pour la vessie, pour les antidépresseurs, pour le Tylenol pour la douleur, les antispasmes. En veux-tu, en voilà. Puis c'est ça. J'ai perdu le fil, peux-tu me ramener? Oui, ce que je disais dans le fond, c'est que tu sais, souvent les gens qui ont des passés de consommateurs, la médication, c'est quelque chose qui peut les achaler ou des fois qui tombent dedans trop. Je me souviens. Est-ce que j'ai eu peur de retomber à cause de la médication? Ouais. Ma réponse est oui. À chaque fois que j'ai une nouvelle prescription, je demande, est-ce que je peux devenir dépendant de ça? Est-ce que je peux devenir trop tolérant à ça? C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, malgré mes douleurs, malgré mes spasmes, je n'ai que du Tylenol et un antispasmodique comme médicament. Je gère avec ça. Okay. Puis, je suis pas mal dans les doses limites, là. Mais présentement, je ne gère... Côté douleur, j'ai pas d'opioïdes, j'ai pas de narcotiques. Ouais, puis j'imagine qu'autant et aussi longtemps que tu vas être capable de le toffer comme ça, la douleur, tu vas vouloir continuer. Oui, parce que je veux pas retomber dans les narcotiques, là. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui est lourd. J'ai déjà vu des gens qui, avec les problèmes d'alcool, qui se faisaient produire des narcotiques, puis que ça créait l'inverse. Ils transitaient de l'alcool aux narcotiques. Je raconte une petite anecdote, là, si je peux me le permettre. J'ai été opéré il y a environ 2 mois, au mois de juillet. J'ai été opéré pour la vésicule biliaire. Okay. J'ai eu une opération, là, la paroscopie. Puis, quand je me suis réveillé de cette opération-là, c'est supposé d'être douloureux. Je ressentais un peu de douleur. Ils m'ont donné du fentanyl intraveineux. OK. Puis, j'ai rien senti. Ça m'a rien fait. Fait que peut-être que les narcotiques, médicaments pharmaceutiques, prescrits par un médecin pour mes douleurs, peut-être que ça fonctionnerait même pas. OK. C'est ton seuil de tolérance est rendu trop élevé. Ouais, ben c'est ce que je pense. Il y a ton seuil de douleur aussi qui peut être assez intense. Fait que c'est de voir, mais on commence pas à jouer avec ça. Non, c'est ça. Tant que ça s'endure avec du Tylenol, vive le Tylenol. Parfait. Écoutez, les gars, on arrive déjà à la fin de l'épisode. C'est pas trop pire, ça va bien jusqu'à date. Ben oui, ouais. C'est encore confortable. On va finir ça bientôt, puis... je voulais peut-être pour un mot de conclusion, on sait qu'il y a plusieurs personnes dans les écoles qui vont écouter ça. Ce serait quoi votre message pour la jeunesse? As-tu un message pour la jeunesse qui vont écouter les épisodes puis qui vont écouter le documentaire, Sam? Un message pour la jeunesse? Ouais. Quand tu sais, en lien avec le documentaire, en lien avec le podcast, en lien avec ce que tu as vécu. Ben moi, ça serait plutôt pour mes jeunes. Là. Ben, pour tes enfants, c'est parfait, c'est encore mieux. Mais c'est ça. Moi, je leur dirais de vivre leur expérience. Là. C'est sûr que la consommation fait partie de la vie de tous les jours. C'est juste l'abus de la consommation de peu importe c'est quoi.
C'est là le problème, l'abus. Si c'est modérément, tu sais, c'est correct. Mais l'abus, c'est là qui devient le problème. Quand tu n'es plus capable de t'en passer, c'est là qu'il faut que tu réalises que c'est assez. Là. Quand tu n'es plus capable de t'en passer, c'est parce que si tu commences à faire des niaiseries parce que tu en as besoin. Moi, je vois que c'est là le problème. Fait que cherchez-vous des méthodes de vous en sortir puis de régler vos problèmes personnels ou... Identifier les abus avant qu'ils arrivent aussi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Je voyais ça pas mal de la même façon. La jeune génération, de toute façon, ils vont essayer des choses. Fait que ce que j'aurais à leur dire, c'est faites-là vos expériences, mais documentez-vous avant d'essayer un produit. Documentez-vous. Puis, si malheureusement, vous êtes rendu au point d'essayer des choses très dures dans les drogues, comme je vous dis, payez pour la qualité, puis documentez-vous. Sinon, on touche pas à ça. Si on est capable de l'éviter, c'est encore mieux. Puis, c'est ça. Fait que les expériences vont être là, puis faites attention pour pas que ça devienne un besoin. Quand c'est devenu un besoin, c'est là qu'on parle de dépendance. C'est là qu'on est rendu trop loin, finalement. François, Sam Joey, je vous dis encore une fois, merci beaucoup. Je voulais juste dire aussi, il y a beaucoup d'affaires dangereuses sur le marché noir. Fait que juste à faire attention à ça, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi qu'ils mettent là-dedans. Là. Juste à faire attention à ce que vous prenez, là, parce que d'une journée au lendemain, vous pouvez tomber le légume là, avec juste une pilule ou... 100% d'accord avec toi, ça. Ouais, puis le marché noir, ils sont pas là pour vous faire du bien, ils sont là pour leur propre poche. C'est en plein ça, ouais. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous rappelle que Sam et François sont des intervenants qui vont participer au documentaire Es-tu game d'infiltrer leur réalité qui va être diffusé durant la semaine de la toxicomanie en novembre. Mon nom était Pierre-Marc Langevin. Je vous souhaite une excellente journée.